C'est parti. Du coup, le temps qu'on finisse un peu de faire la technique, je vais vous présenter, parce que c'est peut-être pas le plus intéressant. Enfin, si, c'est quand même intéressant. Je vais vous dire juste qui je suis. Donc, moi, je suis éditrice chez Aquileos. C'est une société, une maison d'édition qui a une dizaine d'années, qui fait de la bande dessinée, du beau livre au cinéma et du beau livre d'illustration. Donc on a un stand juste à l'entrée, voilà, si ça vous intéresse, on a de la BD, du beau livre cinéma. Donc pour expliquer un petit peu juste la genèse des bouquins que je vais vous montrer. En fait, donc dans la boîte, c'est moi qui suis fan de Doctor Who. Donc quand ce livre est sorti en Angleterre, donc je crois que c'était forcément 2013 pour les 50 ans, j'ai proposé de faire la traduction. Alors du coup, le temps qu'on passe la traduction, nous on a eu une petite année de retard, donc ce livre vous l'avez eu, je crois, en 2014, fin 2014. Donc là vous avez je vais vous présenter en passant les auteurs. Juste à ma gauche vous avez Marcus Earl, donc, qui est l'auteur de cet ouvrage, qui est donc un beau livre très très chouette qui retrace toute l'histoire de la série. Alors, vous pouvez, c'est super bien écrit en plus. Qui retrace donc toute l'histoire. En fait il y a des gens peut-être qui l'ont déjà. Vous l'avez, qui c'est qui l'a? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, il y en a qui l'ont vraiment là en plus. Ok. Donc, si vous avez votre exemplaire, vous pourrez le faire signer par Marcus sur le stand après la conférence. Si vous l'avez pas, vous pourrez l'acheter et le faire signer, c'est merveilleux. Donc, qui est un super bouquin, voilà, analyse sur les 50 ans de la série avec un accès aux archives virtuelles de la BBC, parce qu'il n'y a pas vraiment d'archives à la BBC. Donc, en fait, ils sont passés essentiellement pour les recherches par des collectionneurs pour retrouver des objets inédits et plein de documents. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Vous avez des analyses, chaque chapitre analyse un thème sur la série, la musique, les personnages, le voyage dans le temps. Bon voilà, je vous conseille ce livre, vous avez l'auteur sur place, il va nous parler un petit peu des comics parce qu'il travaille aussi pour Doctor Who Magazine, toujours aujourd'hui. Donc voilà, Marcus connaît très bien Doctor Who. Et donc, il se trouve qu'en avant-première, sur notre stand, on a aussi décidé, après avoir fait ce livre et après avoir vu que l'accueil était très bon, apparemment il y a des fans de Doctor Who. Hein, voilà. Il y a des fans de Doctor Who ou pas? Ça fait plaisir. C'est quoi cette... Ah non, moi je suis pas Doctor Who. C'est trop compliqué. Et donc en fait, on s'est dit, bon, nous à la base on fait de la BD, donc ça serait quand même sympa d'avoir des BD Doctor Who si on arrive à trouver quelque chose de qualité, et voilà. Donc on a discuté avec tous les gens qu'on connaît voilà, dans le milieu, avec les fans, avec des pros, des éditeurs et tout. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, Titan Comics a commencé à sortir une nouvelle série pour suivre des nouvelles aventures du Docteur 10, 11 et 12. Alors maintenant, ils font encore plus de choses, mais pour l'instant, c'est pas encore complètement dans les tuyaux. Et donc, on les a lus, on les a trouvés très très chouettes, parce que c'est vraiment très chouette. Autant graphiquement qu'au niveau des histoires, ça colle vraiment au style en fait, de chaque Docteur. C'est tout fait en Angleterre par des artistes anglais, ce qui permet quand même d'avoir... voilà, une écriture qui est plus proche de la culture et de la série, puisque c'est des gens qui ont baigné dedans, plutôt qu'avant on avait en fait des séries qui étaient faites aux États-Unis. Donc voilà, pour vous dire juste que les ouvrages sont donc en avant-première ici, sortiront en librairie en juin. Voilà, on a été un peu victime de notre succès, ils sortiront un petit peu en retard en librairie. Et on aura là, donc les tomes 1 de chaque Docteur, donc 10, 11, 12, et en septembre on sortira normalement les tomes 2. Donc voilà, je vous invite à venir les tripoter sur notre stand parce que voilà, même si vous les achetez pas, à mon avis ça pourrait vous plaire. Il y a moyen. Voilà. Et donc vous avez aussi Elena qui sera en dédicace tout le week-end et qui peut faire de très très jolis dessins. Dis bonjour à Elena quand même. Donc voilà, Elena qui dessine la série du 10e Docteur et qui est donc italienne, donc elle arrive de Rome. Donc vous pourrez retrouver en dédicace jusqu'à dimanche. Bon voilà, après on va parler de Doctor Who parce que ma vie, mon œuvre, tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout fait. On va discuter donc de comics Doctor Who avec Christophe Collin, qui appartient au fan club Gallifrance, entre autres. Donc il s'y connaît mieux que moi en historique de Doctor Who quand même, parce que j'ai pas tout lu, alors je pense que tu as quand même lu beaucoup de choses, à ce que j'ai compris. Oui, beaucoup en VO et en VF. Ouais. Et je suis fan, moi je vais avoir 45 ans cette année, je lis des comics depuis 30 ans et des comics Doctor Who depuis à peu près 5 ans. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup depuis le tout début de la série. Je vais commencer par ça, je vais essayer de faire un historique assez rapide de Doctor Who, parce que j'imagine qu'il y en a dans la salle qui ne savent pas ce qu'est Doctor Who. Peut-être pas beaucoup, mais on va faire un historique rapide. Voilà, donc, je sens que bon. ça va aller vite, je vous rassure.
La première diapo. Au tout début, Doctor Who, on peut dire que c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec qui voyage dans le temps, qui est un extraterrestre, il voyage dans le temps et dans l'espace, dans une cabine de police anglaise qui s'appelle le TARDIS, qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, c'est un extraterrestre, il a 2 cœurs, il vient d'une autre planète qui s'appelle Gallifrey. Et les Gallifréens ont une particularité par rapport aux humains, c'est qu'ils ne peuvent pas réellement mourir, parce qu'ils peuvent à chaque fois qu'ils sont mortellement blessés, ils se régénèrent, ils deviennent quelqu'un d'autre. Une personne avec une apparence physique différente et aussi un caractère différent. Là, sur la première diapo que vous voyez, vous avez les 2 premiers docteurs. Le tout premier docteur, c'est le petit monsieur aux cheveux blancs qui est à gauche, c'est William Hartnell. C'est celui qui apparaît dans la série télé en 63, au tout début de la série. C'est Doctor Who, c'est la plus vieille série de SF connue, parce qu'elle a débuté en 63 jusqu'à 89, ça s'est arrêté de 89 à 96. Il y a eu un téléfilm en 96 et ça a repris en 2005. Donc c'est une série très ancienne. Et c'est intéressant cette diapositive-là parce qu'il y a 2 personnages. Il y a 2 docteurs, parce que le souci de William Hartnell, quand il a pris le rôle, il était très âgé et il était atteint d'une artériosclérose, une maladie qui lui empêchait de travailler. Et Doctor Who, à l'époque, c'était des épisodes qui étaient filmés toutes les semaines. L'épisode faisait 25 minutes, mais c'était filmé à l'ancienne, c'était très difficile. À la fin, Hartnell ne pouvait malheureusement plus se rappeler son texte, et il avait du mal à tenir le rôle du docteur. Donc les producteurs ont décidé très vite de le remplacer et de mettre un autre personnage à la place. Et vu que c'est un extraterrestre et que Doctor Who c'est de la science-fiction, ils ont essayé de l'expliquer avec le fait de la régénération. C'est ici que vient la régénération. Et donc les comics Doctor Who, ils débutent 1 an après la série télé, en 64. Les années 60, c'est vraiment de très bonnes années pour les comics, parce que aux États-Unis, par exemple, les Fantastic Four sont apparus en 61, Spider-Man en 62, Daredevil en 64, et donc Doctor Who, il a droit à ses premiers comics en 64 dans un magazine qui s'appelait TV Comics. C'est un magazine qui reprenait beaucoup de séries télé de l'époque, ou de dessins animés, qui les transformait en bande dessinée. C'était des petits strips qui faisaient 5 ou 6 pages maximum. Et c'était plus tourné vers les enfants, parce qu'il y avait des histoires... le docteur avait 2 compagnons qui étaient des enfants, John et Viviane, qui n'apparaissaient pas dans la série télé. Et il y avait des histoires qui étaient plus vers un public enfantin. Par exemple, il y en a une avec le Père Noël, des trucs dans ce style-là. Donc les comics continuent assez longtemps. Hartnell s'en va. Au tout début, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a pas de Daleks. Les Daleks sont pourtant les plus grands ennemis du Docteur, mais on ne les trouve pas dans les comics de TV Comics, parce qu'ils sont publiés dans un autre hebdomadaire qui s'appelle TV Century 21. Et il n'y a pas de Dalek du tout. À la place, on a l'espèce de gros robot derrière qui s'appelle un Trod. Ça, c'est l'équivalent du Dalek. C'est le Dalek de l'époque. C'est le Dalek de l'époque des comics. Là, je vais vous montrer la première fois que les Daleks apparaissent dans le comics Doctor Who. Là, c'est le premier Docteur alternatif, parce que il y a un film qui s'appelle Doctor Who and the Daleks, qui a été fait en 66, c'est un film en couleur qui reprenait la première histoire où apparaissent les Daleks. Et on trouve, ça c'est l'adaptation de ce film-là. C'est une adaptation qui est faite par un éditeur américain qui s'appelle Dell en 66. Et le docteur, c'est pas William Hartnell, c'est le monsieur qui est juste en haut. Et c'est Peter Cushing, c'est un des plus anciens acteurs de la Hammer. Il a fait pour eux le Sherlock Holmes, le baron Frankenstein, il a fait Van Helsing. Il a donc fait beaucoup de films, mais par contre c'est un docteur très différent du docteur de la série télé, parce que par exemple, lui c'est un être humain, il a fait son TARDIS dans son jardin, sa petite fille est beaucoup plus jeune, il y a beaucoup de trucs comme ça, et c'est plus orienté vers la comédie, c'est pas le docteur qu'on retrouve. Donc ça c'est en 66, c'est la première fois que les Daleks apparaissent dans un comic Doctor Who. Après on passe au deuxième docteur avec Patrick Troughton. Ensuite il y a aussi le Doctor Who annuel, c'est un numéro annuel où il y a des comics Doctor Who à l'intérieur, avec des jeux et tout un tas de trucs orientés vers les enfants. Ensuite, c'est Troughton en 66 qui est le deuxième docteur. En 70, on change encore de docteur avec John Pertwee, qui est le troisième docteur. Et lui, il reste jusqu'à 74. Et ce sont des années assez importantes, parce que c'est là qu'apparaît l'UNIT, c'est là qu'apparaissent les Siluriens, les Sea Devils, et tout un tas d'ennemis du docteur. Donc, ça dure comme ça jusqu'aux années 70. Puis, John Pertwee, ses comics, c'est dans un magazine qui s'appelle Countdown, parce que le contenu est un petit peu plus adulte. Donc ça change, je trouve que c'est toujours des comic books Doctor Who.
En 1974, il y a un nouveau docteur, c'est Tom Baker, donc il y a également des nouveaux comics. Et en 1979, il y a un nouvel acteur qui arrive sur le marché anglais, et c'est un acteur important, je vais vous montrer avec la diapo suivante. Cet acteur important, c'est Marvel. Marvel, c'est la boîte qui a créé Spider-Man, Fantastic Four, les X-Men et Daredevil. Ils arrivent sur le sol anglais, avec leur branche anglaise qui s'appelle Marvel UK, et l'éditeur de l'époque, il regarde un petit peu autour, il se dit, mais qu'est-ce qui pourrait marcher en Angleterre? Ah tiens, Doctor Who, donc il crée des comics Doctor Who, avec le Doctor Who Weekly. C'est plutôt du format magazine, parce qu'il y a des comics dedans qui font 5 ou 6 pages aussi. Et il y a beaucoup d'histoires sur le Docteur, comment se fait la série, des interviews des acteurs, des auteurs et tout ce type. Ça, c'est les premiers comics, c'est toujours du noir et blanc. Par contre, là, ce qu'il faut voir avec Marvel UK, c'est qu'ils ont prévu des grands artistes. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur les comics de Doctor Who qui sont devenus très célèbres après. Au tout début, le dessinateur des aventures du 4e Docteur, c'est Dave Gibbons. Dave Gibbons, en 1979, il a fait du Doctor Who, mais dans les années 80, ce sera dessinateur de Watchmen avec Alan Moore. On trouve aussi beaucoup de scénaristes et dessinateurs qui ont fait leurs premières armes sur Doctor Who. Pour les fans de comics, par exemple, Grant Morrison, qui a écrit des aventures du 6e Docteur. On retrouve Dan Abnett et Andy Lanning, qui ont écrit plus tard les comics sur les Gardiens de la Galaxie. Et donc, ça dure assez longtemps. Le Doctor Who Weekly, au tout début, ça paraît toutes les semaines, vu le nom. Et au bout d'un an, ça devient le Doctor Who Monthly, qui paraît tous les mois. Et ensuite, le magazine, au courant des années 80, il s'appelle le The Official Doctor Who Magazine, et ensuite le Doctor Who Magazine. Donc là, je vais vous montrer quelques petites images. Cette image-là est intéressante. Est-ce que vous avez tous vu les 2 saisons précédentes? Il y a un épisode qui s'appelle Time S, cambriolage dans l'espace, je ne sais pas trop, avec Peter Capaldi. Il y a un moment, on voit ce personnage. Ce personnage-là, c'est Epsilon Dak. C'est un tueur de Daleks, il apparaît avec les comic books du 7e Docteur. Le 7e Docteur, c'est Sylvester McCoy, il est censé être en dessous. À l'époque, le souci, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à dessiner Sylvester McCoy correctement. Tous les dessinateurs de l'époque, sauf un ou deux, c'était vraiment Sylvester McCoy, tous les autres, c'était un autre personnage, mais c'était pas lui. Donc ça, c'est Epsilon Dak, qui apparaît avec le 7e Docteur. Là, je vais vous montrer une diapo avec Dave Gibbons, une couverture de comics. Le Doctor Who Magazine, il existe toujours, il est toujours publié. Par contre, c'est plus Marvel qui en a les droits, c'est Panini. C'est Panini depuis le courant des années 90. Là, je vais faire un autre saut dans le temps parce que je vais arriver en 2007 avec un autre éditeur, un éditeur américain, qui s'appelle IDW. Ça veut dire ID, Design and Works. Idées, des lignes et travaux, tout un programme. Et eux, ils ont repris les comics de Doctor Who sur le sol américain à partir du 10e Docteur de David Tennant. Au début, il y a eu 2 séries régulières à l'opposé d'une mini-série qui est une série en 5 ou 6 numéros. Là, c'est une série qui est censée durer 1 an. Il y a eu 2 séries sur le 10e Docteur. Après, vu que Tennant passe la place à Matt Smith par le biais de la régénération, il y a aussi des séries du 11e Docteur. Il y a une mini-série, moi j'aime beaucoup cette mini-série-là, qui n'a pas été publiée en France. Donc, vu qu'on a un éditeur ici, autant en profiter. Ça, c'est un crossover entre Star Trek Nouvelle Generation et le 11e Docteur. Et il y a un mini crossover à l'intérieur avec le 4e Docteur qui est juste derrière et l'équipage de Star Trek original. Et bon, je vais spoiler un tout petit peu. Il y a une case que j'aime beaucoup où il y a le 4e Docteur qui fait goûter des Jelly Babies. Ce sont les petites friandises anglaises qui ressemblent un petit peu à des bonbons Haribo, on appelle ça des bébés angelés. Il fait goûter ça à Spock. Et il y a Spock qui analyse un Jelly Baby. Et rien que pour cette case-là, ce comics mériterait franchement d'être publié en France. Et ça, c'est en 2007. Donc, IDW, ils ont gardé la licence assez longtemps parce que c'est eux qui ont fait aussi plusieurs séries qui font intervenir tous les docteurs. Il y en a une première qui s'appelle The Fallen, qui était parue avec David Tennant, qui fait intervenir les docteurs de 1 à 10. Et pour les 50 ans, ils ont fait une mini-série en 12 numéros qui s'appelle Prisoner of Time, écrite par les frangins Kipton et dessinée par plusieurs dessinateurs, qui fait intervenir les docteurs de 1 jusqu'à 11, avant Peter Capaldi. Et donc, en 2014, c'est Titan Books qui récupère les comic books Doctor Who, avec effectivement les 10e, 11e et 12e docteurs, avec Elena Casagrande qui est à côté, qui dessine les comic books
10e Docteur actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Comic Book là, c'est qu'il y a des compagnons différents de la série télé. À part Clara Oswald qui est présente dans les comic books du 12e Docteur, ce sont vraiment des nouveaux compagnons pour les Docteurs 10 et 11. Gaby Gonzalez pour le 10 et 4 autres compagnons pour le Docteur numéro 11. Donc c'est un tout nouvel éditeur qui est sur le marché, un éditeur anglais. Il y a beaucoup de scénaristes et dessinateurs anglais. Et ils se sont beaucoup développés parce qu'au tout début, ils ont fait 3 séries régulières, une pour le 10e, une pour le 11e, une pour le 12e. Il y a eu une mini-série en 5 numéros sur le 9e Docteur. Là, il y a une série régulière sur le 9e Docteur qui vient juste de commencer. Il y a eu une mini-série en 5 numéros sur le 8e. Et en ce moment, il y a aussi une mini-série qui fait 5 numéros sur le 4e Docteur. Je pense que là, pour moi, mon travail est fini. On va passer aux questions avec nos invités. Donc, première question. Comment êtes-vous rentré dans le TARDIS? Comment êtes-vous devenu fan du Docteur? So how did you... vous leur passer le micro après. So how did you become fans of the TARDIS universe? Okay. I'm a TV series addict in general, and a friend of mine, Scott Tipton, the writer of Prisoners of Time, suggested me to watch Doctor Who because he thought it could be a pleasure for me to enjoy this sci-fi show. So I was curious because there's a big fandom of the show, and I was curious to know why it was so famous. And I started when on the Italian TV was running the last season of Tenant. So I started from Eccleston, and after the first episode I was totally fascinated by the show, and I became a fan before the comic book artist. Du coup, alors il faut savoir qu'elle a une grosse addiction pour les séries télé en général. Donc déjà, de base, elle a un bon terrain pour commencer là-dedans. Et en fait, c'est pas d'elle-même qu'elle s'est tournée vers cette série, mais c'est un de ses amis qui lui a dit « Écoute, regarde cette série, ça devrait te plaire. » Et du coup, en fait, elle s'est mise un peu par hasard. Et elle a adoré la série et elle dit qu'elle a complètement accroché à l'univers, etc. avant le côté artistique des comics. Que voilà, c'est une série qu'elle aime avant tout, et donc du coup, j'imagine que c'est plus facile après de travailler et de dessiner là-dessus. What about you? Je suis désolé, mais mon français est mauvais. I began watching when I was 4 years old. In England, it's part of it's a very important part of our culture. It's a part of our DNA. And my father watched Doctor Who since 1963, and he showed me Doctor Who in 1974, and I've been watching ever since, and now it's my job, and I've been working on Doctor Who magazine for 27 years. Du coup, en fait, il dit que lui, il est tombé dedans étant petit, son père était fan depuis des années, et du coup, il s'est mis à regarder, il a été complètement fan, maintenant il travaille dedans, et il n'a jamais arrêté, et c'est vraiment quelque chose qu'il aime, et qui fait partie de lui aussi aujourd'hui. Everyone in England knows Doctor Who, even people who don't like it know Doctor Who. Il dit qu'absolument tout le monde en Angleterre connaît Doctor Who, même ceux qui n'aiment pas le Doctor Who connaissent au moins l'existence de la série. C'est obligatoire. Ça va être une question maintenant sur les comics. Est-ce que vous avez lu beaucoup de comics Doctor Who et quels sont ceux que vous avez préférés? So have you ever read some comics about Doctor Who, and which one would you prefer? I think Eleanor's are the best. You ready to say it? Actually not, because I didn't read any comic book books of Doctor before to work on mine. I just saw some of my favorite artists work on the IDW comics, but actually I didn't read the story. Yeah. Ouh là là. Sorry. En fait, IDW.
Merci. En fait, elle dit que, alors ne lui jetez pas de cailloux, parce qu'on n'a pas dans la salle. Elle a jamais lu de comics Doctor Who avant de travailler sur son propre comics là-dessus. Mais que, et donc, IDW, pardon, c'est quoi en fait? IDW, on l'a dit tout à l'heure, c'est une société, donc... Ouais, un éditeur américain qui a fait du Doctor Who. Elle disait qu'il y avait certains de ses artistes préférés qui avaient travaillé pour IDW, mais en fait, elle n'avait pas particulièrement lu de comics. Et c'est du design. oui, c'est ça. So what about you? You've never read any comics? Oh yes, of course. Yeah. Oh. I mean, I used to work for Marvel Comics, and I used to edit the Doctor Who comic, or at least some of the Doctor Who comics that we published in Doctor Who magazine. My favourite Doctor Who comics are probably the ones from the 1960s. There was a comic strip called The Daleks, which ran in a comic called TV Century 21. And that was written by Terry Nation, who created the Daleks, and that's, I think, my favourite. Du coup, il dit qu'en fait, lui, il a travaillé pour Marvel également, il éditait les comics Doctor Who, et son préféré, ce serait celui sur le Dalek, c'est ça? Un TV Century 21. Donc voilà. C'est écrit par Terry Nation, qui est le créateur en fait des Daleks dans la série télé. Donc ça doit être bien cool ça. So, which is your favorite Doctor of the whole TV show? Which one is your favorite? Yes. It's Tennant. Yeah. Because I love the first season with Eccleston, and I fell in love with it because despite the low budget, the series was written in a wonderful way. But with Tennant, the Doctor, for me, assume total appeal that makes me love the character and how he approaches with the companions. Du coup, pour elle, son préféré c'est le 10e. Elle dit qu'elle aime bien les autres, même s'il y avait un budget du coup plus léger à cette époque-là, elle les respecte beaucoup aussi. Mais son préféré c'est le 10e. Il y a quelque chose d'attirant dans sa manière d'être et de développer le personnage qui lui plaît beaucoup plus que les autres. Donc c'est donc le 10e son préféré. I think it's a wonderful character, and they're all the same man. C'est un personnage qui est génial et ils sont tous la même personne, donc du coup il n'en a pas de préféré. Peut-être que ce serait Tom Baker son préféré, non, celui qui est britannique. I mean, when I was a child, it was Tom Baker. So I think that, you know, when you were a child, the Doctor you watched when you were very young. I mean, I know that in France, Doctor Who is a relatively recent thing. Yeah. I think for me, when I was a child, and Tennant is quite popular, but he was the first to be very but very they're all the seen. same person. You know, it's Ils sont tous identiques. Après, voilà, Tom Baker, c'était le docteur de son enfance, et c'est fort possible que le docteur préféré soit le premier que vous avez vu, soit celui de votre enfance, en fait. But the British people, Tom Baker is their favorite, no? Baker and Tennant, in terms of if you look at the viewing figures, it's William Hartnell, Tom Baker, and David Tennant have the best viewing figures. Au niveau des chiffres d'audience, les préférés, si on regarde juste les chiffres, voilà, au niveau du programme, ça serait William Hartnell, Tom Baker et David Tennant. Est-ce que... Il y a un petit détail aussi sur Tom Baker pour les comics. C'est le docteur le plus connu parce que c'est le docteur qui a été publié aux États-Unis et qui a été beaucoup visionné aussi aux États-Unis. C'est aussi ce docteur-là qui a duré plus longtemps parce qu'il a duré de 74 à 87 ans. À la même époque, en France, on avait Giscard. Je ne sais pas si c'est un seigneur du sang. Je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas posé la question. On va y répondre un de ces quatre. Et c'est vrai que ce docteur-là, c'est un des plus aimés parce qu'il est resté longtemps. Il est connu le plus longtemps en comics. Les comics Doctor Who anglais ont été publiés ensuite aux États-Unis. Donc effectivement, avec tout ce qu'il a fait, c'est pour ça que c'est un des plus connus et des plus aimés. Est-ce qu'il y avait d'autres questions entre nous ou est-ce qu'on passe la parole au public comme, la parole au public. Jingle. Non, je fais ça.
One thing I would like to say is that when we did this book, The Vault, I wanted to give each doctor the same space, as much as possible. Il tient à préciser que quand ils ont réalisé ce livre, en fait, il a vraiment tenu à ce que chaque docteur ait autant de place et d'informations à son sujet, les uns que les autres, que chacun soit en égalité là-dedans. Alors, c'est parti, première question. So there was a great doctor, but who was a great companion? Pardon? A great companion? Donna. I love Donna. Donna, le binôme préféré, Donna et le docteur. Pareil. Mais soyez pas timide. Sorry. I want to ask who's your favorite villain? Son méchant préféré dans l'univers des docteurs. For both of you. Pour les questions et pour les deux. It's a really difficult question to get. C'est très difficile à répondre. Can I say Daleks? Ils ont beau répondre les Daleks. Daleks are C'est villains. trop simple. I mean, Daleks helped to, in many ways, Terry Nation in 1963. I know Terry Nation did not create Doctor Who, but when he wrote the first Dalek story, he really did define what Doctor Who would be for the next, well, until now. And so Daleks are extremely important for that reason, if for no other. Il dit qu'en fait, Terry Nation, quand il a créé les Daleks, donc il n'a pas créé Doctor Who évidemment, mais il a donné une nouvelle dimension à ce personnage et il l'a caractérisé en fonction de ses ennemis-là, et que du coup, c'est pourquoi pour lui ils sont aussi importants en tant que vilains, c'est parce que le Docteur se définit à côté d'eux, en relation avec eux. The first Dalek story defines the parameters of Doctor Who, and the Doctor himself is defined by his relationship with the Daleks. Là, encore une fois, voilà, les deux sont en relation et l'un influence l'autre et inversement, donc ils se définissent mutuellement l'un en fonction de l'autre. Une autre question? Ah, what's your favorite? I have no one, but I say the most creepy, and for me it's the silence. For the concept, they act without you remember them. Yeah, so I like the idea you saw them and then don't remember anymore. Oui, donc elle dirait le silence, mais c'est parce que le concept voilà, de ces personnages qu'on voit mais dont on ne peut pas se souvenir, enfin voilà, ça c'est vraiment un truc, le concept est vraiment chouette. Enfin, je pense que tout le monde aime l'idée quand même ici. Je sais pas si c'est votre méchant préféré, mais quand même, le silence c'est cool. C'est qui votre méchant préféré? Je sais pas. C'est pas la bonne conférence en fait, Sophie. Mais déjà t'es pas habillée en Dark Vador, c'est bizarre ton costume. Pour moi, les méchants préférés, ça va pas être les Daleks, parce que j'avoue que je suis pas très fan des Daleks. Oui, mais je suis pas super fan. Pour moi, c'est ceux qui apparaissent sur l'image. Enfin, j'en ai deux. Il y a les Ange-Pleureurs, et en dessous, il y a Raxarico-Falapatorius. Raxarico-Falapatorius. Parce que déjà, faut déjà être méchant pour avoir un nom pareil. Qui s'appelle pareil dans la salle? Personne. Voilà. Les Ange-Pleureurs, ils me plaisent bien parce que dans le premier épisode où ils apparaissent dans la série TD, on les voit pas. C'est un petit peu comme une présence, comme le silence. Ils sont pas vraiment là, tout en étant là, ils sont vraiment effrayants. Pour moi. C'est aussi un bon concept de méchant avec un système qui fait que c'est forcément cool. Quoi. Ils sont beaux, ouais. Les Whipping Engine. Pretty cool. Did you have to draw a Whipping Engine on the Lower series? Oui, question pour Diane, pour Achilleos. Tu as dit tout à l'heure que les comics étaient victimes de leur succès.
Est-ce que du coup, c'est une chance pour Achilleos, enfin il y a une possibilité de publier des mini-séries qui ont été faites pour le 4e, le 8e et le 9e En fait, les VO des mini-séries, on les a au bureau, on est en train de les lire. Bon, elles sont chouettes en fait. Mais globalement, c'est vraiment bien écrit quoi. Les séries Titan, elles sont vraiment bien. Nous, on aimerait le faire. Alors en fait, après, le système, c'est qu'on doit négocier tout avec Titan qui négocie avec BBC. Donc bon, voilà, honnêtement, ils sont pas trop lents, donc voilà, ça va. Mais voilà, en fait, en gros, on attendait aussi de voir si le bouquin marche bien. Il se trouve que là, on a imprimé, on n'avait pas assez imprimé pour la demande. Donc en fait, on réimprime de suite. Donc voilà, on est déjà en double impression. Donc on pense que ça va bien se passer. Et normalement, oui, nous, notre plan, si ça fonctionne bien, je pense que ça va aller, c'est on va demander les droits pour les mini-séries. Alors, ça serait potentiellement, alors là, je vous dis, c'est du potentiel, c'est pas négocié, c'est complètement, voilà, ça reste à voir. Il y a une série qui présente une Four Doctors series, donc c'est une mini-série avec 4 docteurs, il y a aussi John Hurt. Après, il y a les mini-séries du Doc 9 en fait, qui sont devenues une série continue. Donc là, il faut qu'on regarde. En fait, il y a une mini-série aussi du Doc 8 avec Paul McGann. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a au bureau, qu'on est en train d'évaluer en gros. Hein. Mais ça dépend de la qualité, mais il se trouve qu'a priori, la qualité elle est vraiment bonne quoi, sur la plupart des bouquins. Donc ça c'est quelque chose qu'on va négocier, qu'on annoncera. Nous là on sort les tomes 2 en fin d'année. On pense continuer après voilà, sur les recueils 3 à 4. Et puis on va commencer à négocier les mini-séries pour pas être trop en retard parce qu'on a déjà, je sais pas si c'est 1 ou 2 ans de retard en fait sur les sorties Titan, donc faut qu'on se dépêche. Mais oui, voilà, il y a de l'espoir. Vous devriez avoir d'autres docteurs et des mini-séries avec plusieurs docteurs à l'avenir chez Achilleos. Qui sera le prochain? Ouais. Bonjour, je voulais savoir au niveau de la création des comics si vous étiez à peu près libre de faire toutes les histoires que vous vouliez ou s'il y avait quand même des interdictions au niveau de la BBC, des auteurs originaux. Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas le droit de traiter? Tu poses la question pour les deux? Au général, oui. Hello. So when you create a comic book, do you have every right you want to do? Can you do anything you want, or do you have related to the BBC? Do you have some rules that you have to follow? And it's a question also to you, Marcus. About the drawing. Well, can you do whatever you want? Yeah, about the drawing, I have no limits. Just some reference from the writer. I think he has some proofreading from the BBC because I knew he can use some stories because they were too similar to some episodes. So I think the most revision is received from on the script, despite my drawing. You can pick the colors. Yeah. I can decide. I used to work with the colorist, and we put limits on ourselves because we want to reproduce the atmosphere from the show. So we just to search a way to do this at our best. Du coup, en fait, elle n'a pas de limite, si ce n'est ce que les scénaristes lui ont donné, donc du coup, elle a quand même des exigences à ce niveau-là. Et les scénaristes eux-mêmes sont influencés par la BBC, donc par la chaîne. Mais sinon, elle disait qu'elle travaillait à une époque avec quelqu'un qui colorisait du coup les dessins qu'elle avait faits. Et ils sont assez libres de faire ce qu'ils veulent. Par contre, ils tiennent quand même à garder l'esprit de la série et l'univers aussi et sa colorimétrie, je dirais. Et du coup, pas trop s'éloigner et pas lui faire un costume rose cheveux avec des poireaux, voilà quoi, un truc dégueulasse. Et du coup, voilà. Peut-être qu'un truc rose à pois jaune plaît à certains d'entre nous, mais. Donc voilà, elle est assez libre de faire ce qu'elle veut à ce niveau-là. I cannot speak for the comics, but in terms of the magazines and the books, it was more relaxed in the 1990s. Now Doctor Who is much bigger
than I think it ever has been, and so we have to be more careful, but we have a very good relationship with the BBC and with Stephen Moffat. Du coup, il ne pourra pas dire par rapport aux comics, mais pour les magazines, ils disent que, en fait, dans les années 90, ça a commencé à exploser et que du coup, ils sont plus ou moins libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même une relation très étroite avec la chaîne, de très bonnes relations, mais du coup, voilà, ils partent pas dans tous les sens non plus, encore une fois, puisqu'il faut faire de plus en plus attention, puisque la série est de plus en plus regardée et l'univers de plus en plus connu. Quelqu'un d'autre a une question? Youpi! Qui a son téléphone qui sonne? Lève-toi. Cette question s'adresse à chacun d'entre vous. Doctor Who had the ability of the regeneration, so do you think it could become a villain in the future, so by the recreator a rebirth of the series? I know it's the villain wins some battles in Marvel or DC Comics, so it could be possible for Doctor Who, I think. Est-ce que tu peux rapidement dire ta question en français pour ceux qui peut-être parlent pas anglais? Doctor Who a l'habilité de la régénération, donc je pense que est-ce que c'est possible pour la série ou les comics qu'il devienne lui-même un méchant? Et je pense que ça pourrait apporter une renaissance ou une nouveauté à la série. No, I don't think so, because he's always essentially the same man. That's what I was saying earlier. I mean, we have what we call the War Doctor, played by John Hurt, but he's still essentially a good man. Du coup, lui, il pense que non, c'est pas possible parce que essentiellement, c'est au fond la même personne et c'est quelqu'un qui est bon et qui est gentil. Et du coup, non, ça ne deviendra pas quelqu'un de méchant. Et puis, ils ont le War Doctor qui existe déjà. Donc, du coup, il n'y a aucune raison qu'ils deviennent dans le Dark Side. Oui, je me suis aussi trompée de convention. Yeah, I think he had enough time to change, but if he didn't yet, I think it's because he is a good man. And so. Je pense qu'il a eu des opportunités de devenir méchant déjà avant et qu'il ne l'a pas fait parce que c'est quelqu'un de bien, donc non. Quelqu'un d'autre a une question? L'homme invisible là-bas? Oui? Non? Très bien. J'avais prévu que c'était une blague de merde, hein. Je m'excuse, mais je l'avais dit. Donc personne n'a de question? C'est triste. Bonjour. Je suis très néophyte. Du coup, l'univers de Doctor Who joue avec des concepts hyper compliqués, comme pour les nouveaux venus, comme la régénération, tout ça. Et visuellement dans la série, je suis désolé, elle entretient un côté un peu cheap. Et du coup, mais c'est très bien, hein, ça joue avec l'esprit de la série. Mais du coup, est-ce que c'est pas une série finalement qui est moins accessible qu'elle y paraît et qui est une série qui se mérite au risque d'entretenir, et c'est volontairement provocateur, un côté snob? Merci pour ta question. The universe of Doctor Who is quite old-fashioned and quite difficult. There's many theories and concepts that are special to Doctor Who's universe. So isn't it on purpose that only some people, some chosen ones, can and enjoy the TV show? It's a trolling question. It's on purpose. Oui, j'en doute pas. Doctor Who is not Star Trek. And it's not Star Wars either. I think the big difference, I think, is that Doctor Who does not have one single creator. Unlike George Lucas or unlike Gene Roddenberry, Doctor Who was created by a committee. Il dit que donc il y a un petit troll, c'est pas Star Trek ou Star Wars, donc il n'y a pas de snobisme là-dedans. Et il dit surtout qu'en fait il n'y a pas un créateur de l'univers de Doctor Who, mais ils sont plusieurs, donc du coup c'est pas comme George Lucas, il n'y a pas une vision seulement de Doctor Who, donc j'imagine que c'est plus abordable du coup, puisque c'est un univers créé par différentes personnes. And so, rather than having one creator, the creative control
of Doctor Who passes into different hands every 5 years, every 6 years, every 7 years. Et du coup, comme il y a différents créateurs, tous les 5 ou 7 ans, il y en a un nouveau qui arrive, qui prend en main les choses et qui va apporter sa vision de la série. À chaque fois, il y a un renouvellement dans cette série. And especially in the 1960s and the 1970s, there was relatively little sense of the programme's own history. Et du coup, particulièrement dans les années 60 ou 70, il y avait un esprit un peu différent de celui qui est donné aujourd'hui. And so there are many contradictions. Et du coup, il y avait plein de choses qui se contredisaient entre les différents univers, surtout à cette époque-là. Of the sort that I think Star Trek fans and Star Wars fans would find frustrating. C'est peut-être quelque chose que les fans de Star Trek et Star Wars pourraient trouver très frustrant, toutes ces incohérences, justement, parce qu'il y a eu des passations différentes au sein de cet univers et de cette série. But as Doctor Who fans, we find these amusing. Mais du coup, quand on est tous fans de Doctor Who, on trouve ça trop cool, non? And so I think maybe some people do consider that makes the programme complicated. Maybe there is such a huge legacy that people maybe find it alienating, off-putting. Et du coup, il dit que comme c'est compliqué, en effet, pour certaines personnes qui ne sont pas du tout dans cet univers, ça peut sembler difficile d'y accéder parce qu'il y a un énorme héritage et que du coup, c'est pas forcément facile de tout emmagasiner et de tout s'approprier, mais que ça peut être un peu frustrant, mais que c'est très intéressant comme univers. But Doctor Who fans are smart, and we embrace the complexity, we embrace the idiosyncrasy. Mais du coup, comme les fans de Doctor Who sont tous très intelligents, on adore tout ce qui est complexe et tout ce qui est un petit peu spécial. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou... Hey! Oh! Ah, mais il y a plein de questions, c'est parfait. On m'avait dit que dans le fond, il n'y aurait pas de questions. Tu vas mal finir. Si, au niveau histoire, si vous deviez choisir, vous préférez le Doctor Who en série télé ou en comics? So which one you prefer, the Doctor in the comic books or in the TV show? If you had to choose. Same character. C'est le même personnage. About the stories. My favorite stories in my favorite story, or if they are different. It's the same kind of story because we have the same character, so he acts in the same way. Yeah, it's just another adventure. Pour elle, il n'y a pas de différence puisque c'est le même personnage, donc il est juste dans des aventures différentes, mais qu'elle n'a pas de préférence à ce niveau-là en tout cas. Oui, bien sûr. Moi, ça va pas être étonnant ce que je vais dire, comics, évidemment, parce que moi je préfère les comics parce que c'est pour, effectivement, c'est le même personnage, mais par exemple, on n'a pas les mêmes compagnons. Dans les années 70, il n'y a pas les compagnons de la série télé, c'est vraiment des compagnons des comics. Là, dans les nouveaux comics, il y a un très bon casting de compagnons. Si vous êtes fan de David Bowie, je vous recommande fortement de lire les comics du 11e Docteur. Parce qu'il y a un compagnon qui est un petit peu David Bowie, et ça, c'est marrant de voir ce qu'aurait pu être David Bowie dans le TARDIS. Je trouve que dans les comics, en plus, c'est pas forcément les méchants qu'on a dans les séries télé, c'est d'autres méchants qui sont quelquefois inventés. Et autant chez IDW, les comics n'étaient pas terribles, à mon avis. Et là, chez Titan, il y a quand même des histoires plus intéressantes. Et pour moi, je préfère comics. C'est le même univers, mais je préfère comics. Voilà. Juste, moi je dirais que c'est pas évident de séparer parce que, comme disait Elena, il y a des auteurs qui travaillent sur la série télé qui vont aussi travailler sur du roman ou sur du comics en fait. Et juste par rapport à la question sur le Snobis tout à l'heure, ça me fait penser qu'en fait je pense que tout ce qui est la complexité, le côté un peu cheap, c'est vrai qu'elle est là aussi. Bon, déjà, il faut avoir envie de rentrer dans un truc qui ressemble à ça, donc déjà ça peut créer une barrière, on est d'accord. Il y a ce côté d'un personnage qui est un outsider, qui est pacifiste, qui est particulier, et je pense qu'il ne plaira pas forcément à des gens qui vont regarder, tu vois, Daredevil, des choses comme ça. Alors moi j'aime les deux, mais il y a des gens qui, voilà, ça prend une barrière. Par contre, je pense que la manière dont c'est écrit permet d'avoir une empathie avec le public qui te permet de dépasser, quand tu commences la série justement, le fait que ça a l'air compliqué tout ça, mais les histoires au fond, elles racontent des choses assez simples en fait, en termes de relations humaines et tout, quoi. Donc, je
Voilà, il y a les deux aspects, mais par contre, il faut dépasser l'apparence pour voir que l'écriture n'est pas rebutante. Voilà. Tom Baker once said that there is relatively little you could do with the character of the Doctor. Why? Why? Because, Tom Baker a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire à propos du personnage en fait. because he cannot ever be violent, he cannot fall in love. You know, it's all the things that you normally see in drama or in films or in television, the Doctor cannot do, which is what makes him so interesting. Du coup, non, en fait, il est extrêmement intéressant, mais très complexe à la fois, parce que du coup, c'est un personnage qui ne peut pas faire plein de choses. Il se bat pas, il tombe pas amoureux, il a des réactions qui, pour nous, seraient plutôt normales, qu'il n'aura pas, en fait. Donc du coup, c'est intéressant, mais du coup, un peu difficile à développer, j'imagine, dans certaines aventures qu'il peut avoir. And I think this is a big challenge for the writer, and I think it's a big challenge for the actor as well. Et du coup, c'est un challenge d'autant plus important pour ceux qui écrivent ou ceux qui vont jouer et interpréter le personnage, justement parce qu'il a des réactions qui sont complètement différentes de celles qu'on pourrait avoir nous, en tout cas. David Tennant, I think, once said, how do you portray an emotional performance, an emotional depiction of a character who is not supposed to feel emotions? Et du coup, David Tennant a dit que c'était vraiment difficile de rendre un moment émouvant à partir d'un personnage qui du coup ne ressent pas vraiment d'émotion, quoi. C'était vraiment intéressant à développer, mais pas facile. This is why Doctor Who is not Star Trek. This is why it's not the X-Files. C'est pour ça que la série est tellement différente de Star Trek ou de X-Files, parce qu'elle n'a rien à voir avec des choses qu'on peut voir dans tous les jours. Which are both very good. They're excellent, I like them, but they're not Doctor Who. Doctor Who is special, it's unique. Et il tient à préciser qu'il aime bien les autres séries, hein. Il est pas... mais c'est pour ça que Doctor Who est encore plus unique, parce que c'est différent. Le micro? Hello. Alors, moi la question, est-ce qu'il serait possible d'avoir un docteur féminin? Parce que je sais que ça a beaucoup parlé. Est-ce que pour vous c'est possible? Do you think it's possible to have a female doctor? I think it would be a mistake. Ce serait une erreur. What? Mais ce serait une erreur pour lui. And I think it would be a mistake because the Doctor is a very special and unique character. As I said before, he's different from all the other characters in that room because he is a pacifist, he is not violent, etc. And I think as a male character that makes him very special, if not unique, in popular fiction. And I think if you were to make him a woman, that would make him much less special. He's more valuable to our culture as a man. Et du coup, il pense qu'il aurait plus de valeur en tant qu'homme, il n'a pas besoin d'être une femme parce qu'il est déjà assez unique dans sa manière d'être, et du coup, il a déjà, comme il le disait, rien à voir avec tous les autres personnages qu'on peut retrouver à l'événement ce week-end, et que voilà, il est non violent, il n'a pas vraiment d'émotion, et c'est quelque chose où voilà, il est déjà spécial comme ça, il a beaucoup de valeur en tant que docteur masculin, et du coup, pas forcément besoin de le rendre en femme. I mean, it is good for our culture to have a role model, a male role model who is kind and a pacifist. I think if you became a woman, that would not be so special. Ouais, alors je connais bien la théorie de Marcus là-dessus, qui est vraiment intéressante, à savoir que voilà, en fait, c'est un homme pacifiste dans cet univers-là, qui est très sensible, et en fait, si vous en faites une femme, on pense que ça aurait moins d'impact, alors que dans notre culture populaire et dans ce qui fonctionne bien, voilà, dans les univers fantastiques et voilà, tout ce qui touche la culture geek, où on est quand même en plein dedans, ça va plutôt être on va plutôt passer par la violence en fait. C'est pour ça qu'il disait que le Docteur avait rien à voir avec les super-héros que vous pouvez voir à côté, Captain America ou quoi, où voilà, ça va bastonner, etc. Et donc il pense que si on mettait les valeurs du Docteur dans une femme, ça serait moins impactant, dans le sens où c'est quand même vachement bien d'avoir ce personnage-là, qui est un personnage masculin et qui a ces valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs classiques du role model, c'est quoi? C'est de l'icône en fait. Ça fait un super modèle de valeur pour les garçons qui ne soient pas un gros bourrin, pardon. Il y a des personnages voilà, qui sont nuancés, mais sauf que le Docteur, lui, c'est carrément voilà, pacifiste, très sensible, vraiment de plus en plus dans l'empathie au fil des séries. Donc je comprends bien cette théorie en fait. I mean, he shows us you can be kind and you can be brave and you can use your brains and not your fists or a gun. Et du coup, il montre à quel point on peut être doux, brave, gentil et sans avoir à utiliser ses poings ou la violence sous quelque forme qu'elle soit.
This is very unusual for a male role model. Et il insiste encore sur le fait que c'est vraiment rare chez un homme de voir ces valeurs-là qui soient autant mises en avant, en tout cas en tant que personnage. Oui, parce qu'on n'est pas tous des bourrins. I still don't know how to react at this fact, but my first reaction is I thought at 99% no. Because I'm still freaking out after So the Master became Missy and how the relation between him and the Doctor has changed in a totally different way for me from what it was. So I think I won't lie. Okay. Donc elle ne sait pas encore exactement comment se positionner sur cette question-là, mais à 99%, elle aurait tendance à dire que c'est pas une bonne idée parce qu'elle a encore du mal à se remettre de l'idée que le maître soit... Je suis en train de spoiler ou pas? Tout le monde a vu un peu Missy ou pas? Ok, que le maître soit devenu une femme justement, et elle n'est pas vraiment sûre que ça soit très pertinent. It's like she became a totally different character because the relation between the two men, I don't know, it's now more like mate and not like enemy. I mean, just after those adventures in the past, why this now? Elle pense que ça a carrément changé un peu la dynamique de la relation entre le maître et le docteur. Bon, voilà, ils sont plus potes ou ennemis, c'est un peu particulier. They had some kind of sexual, you know, it's weird. No, that's not what I mean. But you know, just the first time they meet, she kisses him. Yeah. Was it a good idea? No, it's not sexual, but I mean, it's a girl, so they made her kiss him. Was it good? Du coup, ils auraient une dynamique frère-sœur. Moi, ça m'a fait bizarre qu'ils commencent directement. Et du coup, c'est un peu bizarre. Hein. Je gagne votre soin. Ah, bah non, c'était la dernière question. Oh, je suis désolée, c'est triste. Une petite dernière ou pas? Ouais. Il y a la queue à côté, mais tu pourras poser la question à Marcus. N'hésitez pas à venir sur le stand Aquilos, on est juste à côté, vous pouvez faire dédicacer les livres. Elena va aller déjeuner, elle sera là à 13h30 pour dessiner. Et Marcus, par contre, peut signer les livres dès à présent, donc tu peux retrouver tous nos ouvrages Doctor Who sur le stand Aquilos, à l'entrée J, c'est juste là, à l'entrée. Thank you very much. Merci beaucoup.